Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de votre rendez-vous de ce magazine du dimanche. Ce soir, un réel plaisir d'avoir sur ce plateau le coordonnateur des anciens Kadogo, monsieur Benjamin Nyakalala. C'est avec lui qu'on va discuter de l'actualité en RDC et très particulièrement parler du parcours de combattants. Il faut dire qu'il a fait partie également de ce peloton de Kadogo. On va tenter de décortiquer finalement son parcours au cours de cette émission. Bonsoir Benjamin et merci de votre rendez-vous. Bonsoir, merci beaucoup. Voilà, alors je vous ai présenté comme coordonnateur des anciens Kadogo. Vous l'êtes, il faut le dire. Vous avez également été Kadogo. Effectivement, j'étais Kadogo. On a fait un bon parcours avec M. Laurent Désiré Kabila. Jusqu'en 1997, nous sommes arrivés à Kinshasa. Vous êtes arrivé à Kinshasa. On va parler des différentes étapes qui ont finalement marqué, n'est-ce pas, ce parcours. Le temps pour nous de parler du chef de l'État pour dire qu'il c'était pour la 4e fois qu'il a pris la parole à la tribune des Nations Unies. Plusieurs points ont été évoqués au cours de cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Marge de commentaire. Excellency Félix Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo. D'un ton rassurant, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est présenté devant la tribune des Nations Unies pour la 4e fois consécutive depuis son élection en 2018. Le chef de l'État congolais a ouvert son grand oral par des mots de compassion à l'endroit des populations de Libye et du Maroc meurtries par des catastrophes naturelles. Abordant les questions des politiques intérieures, le président de la République a clairement demandé le départ de la MONUSCO pour insuffisance des résultats 25 ans après. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'ait pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Autre sujet important à aborder, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une situation causée par les Rwandais qui opèrent sous couvert du M23. Tout en saluant les sanctions américaines à l'endroit des chefs militaires rwandais, le président de la République a réitéré la demande de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité à sanctionner tous les auteurs de crimes graves commis sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Par ailleurs, le président de la République a confirmé la tenue des élections générales en décembre de cette année, un scrutin qu'il veut transparent, crédible et inclusif. En 30 minutes, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est présenté en porte-voix des Africains sur plusieurs questions partant du climat à l'obtention d'une place au sein du Conseil de sécurité. Tout compte fait, ce grand oral aura tenu toutes ses promesses d'élever tout équivoque sur des grandes questions de l'heure. On reste dans ce chapitre pour dire qu'à cette occasion, le chef de l'État a rassuré quant à la tenue effective des élections en République démocratique du Congo au mois de décembre 2023. Image de commentaire.
fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. Félix Tshisekedi Tshilombo a profité de cette tribune des Nations Unies pour inviter les institutions et organisations non gouvernementales internationales d'accompagner le processus électoral et aider la RDC à consolider sa jeune démocratie. Aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. La CENI a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Voilà, je vous ai présenté Benjamin Nyakalala, vous êtes coordonnateur, comme je l'ai dit, des anciens Kadogo. Mais tout à l'heure, là, nous avons vu le chef de l'État, je veux dire, à la 78e session de l'Assemblée générale aux Nations Unies. Les discours du chef de l'État, est-ce que ça vous a impressionné, vous, en tant qu'ancien militaire, je faut le dire? Oui, c'est un bon discours que le président de la République vient de prononcer aux Nations Unies. Mais nous les Congolais, on doit savoir que si aujourd'hui il y a l'intensification de la guerre à l'est de la République, c'est les Américains et les Anglais. Pour se réjouir que il y a une sanction que les Américains ont infligée aux Rwandais, ça c'est de la mascarade. Aucun jour les Américains, les Anglais peuvent sanctionner les Rwandais. Parce que c'est leur complice. C'est les Rwandais qui est l'exécutant des idéaux des Américains et des Anglais. Oui. Des Anglais. Parce que c'est les Pentagones qui fait l'armée rwandaise. Tout ce qu'on a dit qu'ils ont sanctionné, ça, moi je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Oui. Donc la République démocratique nous vit un complot, finalement, un complot international, comme l'a relevé également le chef de l'État. Oui. Le départ de la MONUSCO, on a crié ça dira 20 ans. Vous savez que Mouzé avait refusé cette force onusienne. On nous a imposé la MONUSCO. Aujourd'hui, il n'y a aucun résultat. Aucun résultat, oui. Joseph Kabila avait décrié ça. C'est comme si on nous a collé la force onusienne sur nos dos. Comment expliquer? Nous refusons cette force. Mais on continue à nous forcer que cette force reste ici. Mais comment on n'arrive pas à s'en débarrasser finalement? Quelle est peut-être la stratégie pour finalement se départir de cette force? Moi, je pense que les autorités congolaises d'abord doivent faire confiance à notre armée pour se débarrasser de ces charlatans de la MONUSCO. Très bien. Très bien. Vous avez été quand même à Goma, il faut le dire, là où finalement siègent différentes forces régionales, mais également la MONUSCO. Il y a eu plusieurs finalement tentatives de vouloir se débarrasser par force, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous êtes sûr que la MONUSCO pourra quitter les soldats congolais en 2024 tel qu'ils l'ont proposé? Mais je pense que la MONUSCO est déjà au pied de quitter la République démocratique du Congo. C'est à cause d'eux qu'il y avait des massacres semaine passée, je crois. Plusieurs morts. Parce que ces gens-là se sont décidés que la MONUSCO puisse quitter notre pays. Et c'est pourquoi le président de la République vient de répondre aux populations de Goma, que lui aussi n'est pas pour la MONUSCO à Goma. C'est pas un vide qu'on pourra créer par l'absence de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, c'est quand même une force internationale qui a pesé quand même pendant plus de 20 ans dans la République démocratique du Congo. Qui a pesé quoi?
Il a évité quand même ce n'est plusieurs... que pour bouffer l'argent des États membres des Nations Unies. Ils ont fait quoi sur le terrain? Dis-moi, quel territoire que la MONUSCO a déjà récupéré durant 20 ans, plus de 20 ans? C'est pas par rapport à la mission qui leur a été dévolue, c'est-à-dire d'observation. Ils sont pas venus pour combattre, mais d'observation. Ils respectent pas la mission. On a changé plusieurs fois le mandat de la MONUSCO. Je pense que le président de la République vient de se demander, on va changer encore en quoi, qu'il quitte. Notre armée va s'assumer. Et vous parlez de la force régionale. Il n'y a pas la force régionale. Il n'y a que des contingents régionaux. Il y a que des contingents régionaux. La différence, c'est à quel niveau? Contingents régionaux et forces régionales. C'est à quel niveau il y a une différence? Si nous, on nous a mis dans la tête que c'est une force régionale qui vient combattre les M23 à notre côté. En arrivant sur le terrain, les choses avaient basculé. Ils sont venus en contingent, en observation. Ils ne font rien aussi. Ils sont là. Donc toutes ces forces régionales qui sont là ne combattent pas les M23? Non. Okay. Et ils marchent avec les M23, je crois. Ça c'est dangereux. Voilà, monsieur Niakala, je rappelle que vous êtes un ancien militaire, un ancien Kadogo. On va parler de votre parcours, de votre présentation. Alors, vous avez été enrôlé dans l'armée de force, peut-être. Ça, c'est votre histoire. Non, je n'étais pas enrôlé. Alors, comment ça s'est passé? Non, je n'étais pas enrôlé des forces. Et vous avez quel âge? Parce qu'on vous appelait Kadogo. Oui, j'avais 18 ans. C'est parce que je vous avais apporté les photos. D'accord, prochainement. 18 ans. Pourquoi moi j'ai adhéré fidèlement dans l'AFDEL? AFDEL avait une idéologie de changement. Changement de mentalité, changement de gestion de la chose publique. Et vraiment, c'était merveilleux. Nous sommes allés s'enrôler à Bukavu. On est parti à Kidote pour faire des formations militaires. On vous a pris de force, excusez-moi, ou volontairement vous vous êtes rendu pour... il y a eu à communiquer une mobilisation par rapport à cela. Ah, d'accord. Il y avait une mobilisation et des communiqués que Massas faisait à la télévision. Attends, très bien. Et il y avait des commissaires politiques qui parlaient déjà comment on va changer les mentalités. Et c'était bien. On s'est adhéré. Vraiment, c'était une rébellion bien organisée. Même si c'était les Rwandais qui étaient des instructeurs. Ah, vous aviez des instructeurs rwandais? Rwandais et Ougandais. Et Ougandais, très bien. Il n'y avait pas des Américains, par exemple, des étrangers du genre occidentaux? Non. Ah, d'accord. C'était des Africains, des Rwandais, des Ougandais. Merci. Parmi les instructeurs, il y avait Taganda. Bosco Taganda. Bosco Taganda. Qui était à l'époque sergent. Mais il venait du Rwanda. Ah, d'accord. Dans l'armée patriotique rwandaise. Il y avait Robat. Lui aussi, il était rwandais. Il y a aussi un instructeur, Soukou, qui était ougandais. C'est eux qui ont formé vraiment les Kadogo à Kidote. Il y avait déjà M. Laurent Désiré Kabila comme chef de cette rébellion qui coordonnait le tout. Il y avait également Joseph Kabila quand même, je veux dire. Il était déjà commandant. Il était déjà commandant, c'était chargé des opérations. Et avec Massa Sunindaka et James Kabarebe. Ah, mais c'était, on vous appelait ça contingent ou bien c'était une armée déjà qui existait à ce temps-là? Non, c'était une armée de changement. Une armée? Oui. On nous appelait Jeshi Araya, c'est-à-dire l'armée du peuple. L'armée qui va communier ensemble avec le peuple. Alors pourquoi on vous appelait tous des Kadogo finalement? Vous aviez tous moins de 18 ans ou bien? Non, on avait... Bon, tellement... C'était des jeunes de 18 à Révoli. D'accord. Qui avait accompagné M. Laurent Désiré Kabila. C'était vraiment les jeunes, mais commandés par les commandants rwandais. Oui. Qu'est-ce qui était la beauté de cette armée selon vous? Qu'est-ce qui faisait la fierté à ce temps-là de cette armée selon vous? La beauté de cette armée,
vraiment, il n'y avait pas trop de différence entre soldat et son chef. Parce que chaque matin, les chefs causaient avec ses soldats, là où il y a des difficultés. Il y avait une harmonie entre les autorités, les commandants. Très bien. Et vous saviez ce que vous attendiez, hein? La guerre, par exemple, c'était ça? Vous saviez ce que vous attendez. C'était une rébellion. Vous attendez à des confrontations avec la guerre, avec les autres armées ou l'armée régulière. Vous étiez déjà, formé pour ça. On ne voyait plus, à ce moment-là, on ne voyait plus la mort comme un problème. Non. On voit que c'est normal. Vous êtes engagé pour le pays. Nous sommes engagés pour défendre l'idéologie de l'AFTEL et de Musée Laurent Désiré Kabila. Merci Benjamin, on va continuer avec vous. Les temps de balancer un élément important. Je rappelle que vous êtes un démobilisé, vous fûtes militaire, aujourd'hui coordonnateur de l'ancien Kadogo. On parle toujours du chef de l'État parce qu'il avait tenu une conférence de presse peu avant la tenue de son discours, n'est-ce pas, à la tribune des Nations Unies. Marge commentaire. C'était un échange fructueux d'environ 2 heures entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les professionnels des médias internationaux ce mardi 19 septembre 2023 autour d'un déjeuner de presse. Après avoir fait la restitution des avancées très significatives du pays, notamment dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre la corruption et les antivaleurs et le développement économique, le président de la République a rassuré que les relations bilatérales entre les USA et la RDC étaient au beau fixe. Évoquant la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a affirmé que Kinshasa ne peut pas discuter avec les criminels du M23 utilisés par le président rwandais Paul Kagame. Il espère qu'un jour, ces terroristes seront jugés par la justice internationale pour les 10 millions de morts congolais. Au sujet des élections qui se profilent à l'horizon, le président a confirmé sa candidature et a profité de l'occasion pour balayer d'un ton ferme les allégations mensongères de l'ancien président de la CENI sur un prétendu arrangement avec son prédécesseur. Pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, c'est pour la première fois depuis son indépendance que dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a eu une alternance pacifique et démocratique à la tête du pays. C'est-à-dire sans effusion de sang, un opposant venu de l'opposition radicale, bien sûr, au régime qui était là, a pris le pouvoir. Sans effusion de sang, je le dis, sans mort d'homme. Avant, pendant et après le processus électoral. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Interpellé au sujet de la détention du journaliste correspondant de Jeune Afrique, le président Félix Tshisekedi a répété son principal de la séparation du pouvoir. Je ne me mêle pas des faits qui se passent avec la justice. Je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques, a-t-il répondu. Voilà, tout à l'heure, là, c'était le chef de l'État au cours d'un déjeuner de presse. C'est qui a plus attiré mon attention quand le chef de l'État parle de l'alternance qu'il y a eu. C'est notre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, voilà, et Félix Tshisekedi. Sûrement que vous étiez à Kinshasa, hein, n'est-ce pas? Alors, comment avez-vous apprécié cette alternance, la passation, je veux dire, pacifique de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Nous, en réalité, nous, on combattait la dictature. Il fallait que le pays soit démocratisé. Malgré l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, mais son fils a fait de son mieux pour montrer aux Africains que après la présidence, il y a la vie. Oui. On ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Oui. Okay. Il a fait 2 mandats et laissé le pouvoir. Si on continue comme ça, vous allez voir que la République démocratique du Congo
continuera à donner les sons aux Africains. C'est un petit peu sous pression de la communauté internationale que Joseph Kabila a cédé finalement, parce qu'on l'a vu prolonger quand même son mandat de près de 2 ans, n'est-ce pas, avant de tenir ces élections. Est-ce que cela n'a pas été motivé par une pression internationale pour que finalement il cède le pouvoir? Parce que vous connaissez peut-être les sénateurs à vie mal. Il ne cède pas aux pressions, comme il est là. Il a respecté la constitution de la République. Il a prolongé ce 2 ans. C'est pour qu'il ne puisse pas laisser les chaos. C'est pourquoi il a fait comme il avait prolongé ce 2 ans. Et je me suis réjoui quand j'ai vu que c'est l'opposition qui a pris le pouvoir. C'est pour la première fois finalement dans ce pays, hein, depuis la démocratie. Oui. Et vraiment, dans les fiefs de l'IDPS, il prononçait que la démocratie et le progrès social. C'est très bien. Alors, parle-nous brièvement finalement du caractère de Joseph Kabila pendant la rébellion. Parce que tu l'avais connu à ces temps-là, il était commandant. Comment il s'est comporté? Parce qu'on le prend aujourd'hui comme du genre taciturne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de mots, qui parle presque pas. Est-ce que c'était le même comportement qu'il affichait pendant la rébellion? Pendant la rébellion, vraiment, avoir à la tête des opérations un jeune général comme Joseph Kabila Kabange, c'était une bénédiction. Ah, ok. Oui. Parce qu'il n'a jamais été dépassé par la situation. Ok. Même si nous sommes en débandade, lui, il est calme, comme s'il n'y a rien. Ok. Il organisait l'armée, notre armée à l'époque de l'AFD, en temps réel. Et les opérations s'est passées en temps réel. Il savait étudier les milieux, les comportements de ces militaires et les comportements des adversaires. Et c'est ça qui nous a fait progresser vite. Ah, très bien, parce que bon, vous êtes arrivé finalement à Kinshasa après 6 mois, je crois, d'organisation. Alors, qu'est-ce qui a facilité ce mouvement rapide à Kinshasa? Donc, ce mouvement était rapide parce qu'il y avait une cohésion de l'AFD. C'est-à-dire, si c'est moi qui va causer un problème pour que notre troupe soit en débandade, ou bien de perdre la bataille, vaut mieux que moi je sois enlevé parmi ces troupes. C'est-à-dire il y avait des services de renseignement qui travaillaient très fort et trop durement. Est-ce qu'il y avait des rapports entre le renseignement de Kinshasa à l'époque et votre service de renseignement? Parce qu'on parle même du fait général Mayele qui était de mèche avec vous. Est-ce que c'était vrai? Être en mèche avec Est-ce qu'il y avait des traîtres du côté force régulière? Non. Qui étaient de mèche avec vous? Après la chute de Kisangani, l'armée zaïroise à l'époque, je crois qu'il n'avait plus la force. Parce que tous les commandos et les bérets rouges qui étaient à Rumangabo et Luberizi étaient déjà à notre côté. Parce que nous, on n'a pas tué les ex-phases. Non, ils nous ont facilité la progression. Il s'est rendu facilement. Il s'est rendu facilement et il s'est adapté facilement. Parce que pour prendre l'Équateur, c'est eux qui connaissent la langue. Ah, d'accord. Nous étions vraiment appelés. C'est qu'ils ont trahi finalement l'armée zaïroise. Oui, parce que le régime était encore en place. Mais comment toutes ces forces où l'armée était si perméable? Ce n'est pas perméable. L'armée zaïroise était mal organisée. Ah, très bien. Très bien. Mal organisée. Pourquoi? Parce que pour prendre Rumangabo, on a fait 3 jours de bataille avec des bérets verts qui étaient là. Ils ont refusé de céder leur base militaire de Rumangabo. Mais en fait de compte, on les a encerclés. Il n'y a plus de renforts, il n'y a plus de munitions. C'est là où on les a dit que nous ne sommes pas là pour vous mettre nos ennemis. On va travailler ensemble. Après, réfléchir, c'est-à-dire l'idéologie, on les a montré. Ce sont des bons militaires. Kisangani est facilement tombé, alors que c'était un bastion important de l'armée zaïroise. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce n'était pas facile de prendre Kisangani. D'accord.
parce que Tingi nous a coûté vraiment cher. Ok. Prendre l'espace, il y a un aérodrome qui était là, et il y a des réfugiés rwandais qui étaient à Tingi. C'est là où il était cantonné avec les Interaham, les ex-éphases, tout là, et les Maïmaï. Ce n'était pas facile. Quand on a détruit ce bastion à Tingi, c'est là qui était à Kisangani. Qu'est-ce qu'il allait faire encore? Je vais vous demander si vous avez quel grade. Est-ce que vous aviez des grades à cette époque-là, vous oui, particulièrement? À cette époque-là, j'étais commandant section. Pour le moment, sergent. Sergent. Donc, vous étiez dans le peloton, comme on dit. Non, je commandais. Vous commandiez. Ça, c'est très bien. Alors, finalement, vous êtes à Kisangani. Vous passez finalement ce bastion. Et ça vous a ouvert la voie pour Kinshasa, par exemple, non? Oui, Kisangani était vraiment la voie. La voie pour arriver à Kinshasa. Parce que moi, j'ai passé la nuit dans les Kabaz. Kabaz, c'est le nom de l'aéroport de Banguka. Après avoir bombardé l'aéroport par notre force à l'époque. Mais Kisangani était soulagement pour nous. Ok, c'était un soulagement. On a fait peur Kisangani, c'était le 15 mars, je crois. Ok. C'était le 15 mars. Ah, c'est très bien. Alors, finalement, vous êtes arrivé à Kinshasa avec toutes les acclamations de la population. On vous a accueilli, je veux dire, à bras ouverts. On a chanté pour vous. Vous étiez content quand même, non? Parce que bon, vous n'aviez pas eu une résistance farouche. À Kinshasa, la porte était grandement ouverte. Oui, Kinshasa, vous savez... Kinshasa va mettre la gomme à beaucoup que ça les locaux bien. Vraiment. Vraiment. Mais avec la philosophie qu'on avait, l'idéologie qu'on avait, réellement, les Kinois attendaient aussi des changements. Ah, en termes de changements, ça c'est vrai, vous avez. Oui. Et ils ont cru finalement au combat que vous meniez. Oui. Malgré l'Abdel n'avait pas fait tout ce qu'il avait promis de faire à cause de leur dislocation, mais les Kinois aimaient Musée Laurent Désiré Kabila. Beaucoup, oui. Jusqu'à présent, il ne faisait que référence à Musée Laurent Désiré Kabila. Très bien. Alors, on va continuer avec vous le temps de prendre un élément important qui parle des 17 victimes d'éboulement à Mongala. La catastrophe était due à une pluie diluvienne qui s'était abattue dans la ville. Image de commentaire. La nuit du samedi à dimanche, des suites d'un éboulement de terre dans la ville de Lissala, province de la Mongala. Plusieurs sources affirment que le drame s'est produit après qu'une érosion ait coupé en deux et rallongé l'avenue du quartier Akula dans cette ville. Seulement 7 personnes sont sorties idem de ces pièges. La catastrophe est consécutive à une pluie diluvienne tombée dans la ville. Plusieurs maisons ont été englouties, indiquent des témoins qui craignent le pire avec la saison de pluie. À en croire la société civile, plusieurs corps seraient encore enfouis sous les décombres, ce qui devrait alourdir le bilan. Oh, on prend le message de Monseigneur, toujours en rapport avec cet événement. Monseigneur José Bernard Licolo, image de commentaire. Très peiné de ne pas être physiquement présent à leur funérailles pour leur dire adieu. J'ai saisi cette voix pour vous adresser ce message de consolation, expression de ma proximité paternelle et spirituelle. Certes, notre douleur et notre tristesse sont immenses, mais elles ne sont rien lorsqu'elles se comparent à celles des familles des victimes de cette catastrophe naturelle. Voilà pourquoi je présente à ces dernières mes condoléances chrétiennes les plus attristées. À tous ceux qui sont éprouvés dans leur chair, leur âme et leur affection par ces disparitions, qu'ils trouvent par ces petits messages l'expression de tout mon amour et se sentent consolés par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui,
par sa mort et sa résurrection, nous redonne l'espérance de la vie éternelle. Ici, à Kinshasa, je présiderai personnellement aussi une messe de requiem à la maison diocésaine de Lissala, sise sur l'avenue des Tropiques, numéro 24/434, dans la commune de Limete, avec les ressortissants de la Mongala et les ressortissants de la ville de Lissala en particulier, ainsi que les chrétiens et les hommes de bonne volonté, ce vendredi, le 22 septembre à 17h. Voilà, on se rend à Goma pour parler de l'inhumation des victimes de fusillades meurtrières qui a fait plus de 50 morts. C'était sous la présidence, sous la direction du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Dans la ville de Goma, pour achever ses différentes missions, lesquelles se rapportant à la fusillade meurtrière du 30 août dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, était encore ce lundi dans la province du Nord Kivu pour assister à l'inhumation des corps des plus de 50 civils tués pour leur dernière demeure. Des funérailles prises en charge par les gouvernements congolais comme promis, occasion pour les numéros 1 de la territoriale de présenter ses condoléances aux différentes familles éplorées et aussi rendre ses derniers hommages à ces victimes et dont pour certains les familles ne se sont pas présentées. Le gouvernement va entièrement prendre en charge, enterrer dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement et de l'autre côté, les procès vont continuer à se poursuivre. Jusque-là, on a enregistré 57 morts. Sur les 57 morts, il y a une quarantaine qui s'est manifestée et d'autres dont les familles se sont manifestées et d'autres familles ne se sont pas manifestées pour réclamer les corps. Le gouvernement a donné des cercueils, les lieux où ils vont être enterrés, disons à tous les frais funéraires, mais également une enveloppe pour leur permettre de faire les deuils de manière plus ou moins acceptable. Il y a lieu de... Voilà, c'était là donc à Goma avec le ministre de l'Intérieur. Alors, monsieur Benjamin, il y a une question, parce que vous êtes également originaire de Goma. Oui, c'est devenu une sorte de théâtre de mort, comme il faut le dire, au-delà des affrontements qui entre les forces négatives. Il y a également eu ce qu'on a eu, c'est-à-dire le massacre par les Congolais, et même tuant leurs frères. Finalement, comment vous avez analysé ces fusillades de Goma? Vraiment, c'est regrettable de voir, entre guillemets, parce qu'on n'a pas des images claires pour montrer que ce sont les militaires des gardes républicaines qui ont fusillé. Il y a des images qui montrent comment on est en train de prendre les corps et les mettre dedans. C'est difficile. C'est là où vraiment il faut les enquêtes approfondies pour dénicher tous ceux qui ont fait ça. Parce qu'à Goma, il y a des scénarios. Les rebelles peuvent venir et massacrer et on va mettre ça au dos de la pluie. C'est pourquoi il faut vraiment... Il faudra des enquêtes. Oui. Finalement, cette partie du pays, c'est devenu apparemment une épine en République démocratique du Congo. Ça fait mal, finalement. Au-delà de toute cette guerre, et le volcan, il y a eu à Calais également finalement des catastrophes naturelles. Qu'est-ce qui se passe? Ces signes indiens, finalement, sur ces territoires de l'Est. On se pose des questions, nous qui sommes à l'Est, à l'Ouest, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe, finalement, là? Avant de parler de M. Laurent Désiré Kabila, monsieur. Il faut savoir que Goma, c'est le paradis terrestre. Très bien. Moi aussi, j'étais ici. On nous disait que Goma, on tue chaque jour les gens. Peut-être si vous descendez à l'aéroport, on peut vous égorger. En 2018, j'ai pris l'avion, je suis descendu à l'aéroport de Goma. En allant visiter les hôtels, ce sont des blancs qui sont là. Mais à Kinshasa, on connaît que si vous arrivez à Goma, c'est difficile de rentrer en
coup, on va te dire. On va vous tuer. Vraiment, c'est les campagnes qu'on fait contre Goma. Mais Goma, vraiment, c'est un paradis terrestre. C'est l'endroit où je peux préférer dans ma vie de passer mon retraite. Ah, tout à fait, tout à fait. Ah bon, c'est très bien, j'ai fait un tour à Goma à l'époque, ben bon, voilà, c'est vraiment une ville terrible, bien construite quand même, faut le dire, et puis très riche, hein, par rapport à ces minéraux. Bon, on continue avec l'histoire, cette fois-là, on va épingler un aspect important, la disparition des musées Laurent Désiré Kabila, qu'on attribuerait à un Kadogo, puisque vous êtes Kadogo, alors, est-ce vrai que c'est un Kadogo qui a mis fin à la vie de musée Laurent Désiré Kabila? Moi, je n'ai jamais cru à ça. Alors comment ça? Parce que avec les parcours qu'on a fait ensemble avec Musée, nous les Kadogo et les ex-tigres, un tigre, on avait accusé d'abord en disant que c'est le colonel Djekapel qui a tué Musée, mais je vous jure, je n'ai jamais cru à ça. Un Kadogo bien formé ne peut pas braquer Musée. Oui, parce que ça, c'est étonnant, un musée qui était si proche de ses Kadogo, comme un père proche des enfants, alors que c'est un enfant qui tue sur son père. En tout cas, je n'ai jamais cru à ça. Vous étiez dans le sillage de Musée Laurent Désiré Kabila? Ou bien vous étiez... Parce que vous étiez commandant quand même, il faut le dire. Non, moi j'étais à l'état-major général. Vous étiez à l'état-major général, oui. Quand on a dit que Musée est assassiné au Palais des Mars, il y a un Kadogo qui a tiré sur le musée, mais tout ça, c'est son... En tout cas, moi, je ne crois pas à ça. Et vous attribuez finalement ce meurtre à qui, par exemple? Il y a des commanditeurs. Ah, d'accord. Les Américains, les Anglais, les Rwandais, l'Ouganda et les Burundis. On parle des Rachidi, qui était l'exécutant, peut-être? Bon, c'est parce que les mots ne parlaient pas. Il fallait aussi interroger Rachidi. Vous allez trouver que peut-être Rachidi ne serait... Il a été abattu sur place, ce qu'on a appris, par le colonel Edikan de Musée. Moi, je ne crois pas à tout ce scénario. Voilà, la mort des musées a finalement dérangé tout le monde, y compris... Voilà. Voilà, très bien, parce qu'on avait beaucoup espéré de Musée Laurent Désiré Kabila. Alors, je voudrais que vous fassiez un parallélisme entre la gestion de Musée Laurent Désiré Kabila et la gestion de Félix Tshisekedi, mais passons également par la gestion de Joseph Kabila. Quels sont les traits d'union qui existent entre les trois gestionnaires, s'il faut les appeler comme ça? La gestion d'abord, je commence d'abord par la gestion de Musée. Musée était rationnel. Il savait à quand dépenser. Et lui, c'était d'abord l'armée. Très bien. C'était l'armée. Aujourd'hui, l'armée, on paye $100, mais Musée avait déjà fait ça. C'est. Avec les peu de moyens et les temps qu'il avait. Il y avait un problème avec l'FMI et Banque mondiale. On avait frappé notre monnaie. Ça a dévalué jusqu'à ce qu'à l'époque, on touchait $100, c'est détérioré jusqu'à $10. C'est ça l'héritage de Joseph Kabila. Il a trouvé l'économie par terre, combattu. Quand même, il avait fait des efforts pour relancer encore l'économie nationale. Et la population, et je pense que était content de ça, des réunions avec la Banque mondiale, Bretton Woods, je ne sais pas, patati patata. Et c'est ça, c'est les efforts de Joseph Kabila. Le président Félix Tshisekedi, après passation, il a trouvé déjà il y a une base solide pour la gestion du pays. C'est à lui de se choisir des bons conseillers et qui connaît comment gérer les pays. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, moi je ne condamne personne, mais je sais que la gestion a été toujours difficile, mais le président Félix doit continuer à visser. C'est ça, c'est que moi je peux dire. On voit quand même le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, en train de vouloir changer les choses.
il est animé de bonne volonté, on dirait même de bonne foi, parce que bon, il pose quand même des actes importants, du genre gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité, relever les salaires des fonctions publiques, tenter de construire les routes, ça il faut quand même le dire, dans son actif, il a tenté, mais est-ce que vous serez d'accord avec moi de dire qu'il est mal conseillé ou il est entouré de mauvaises personnes? Pensez-vous? Oui, peut-être je peux vous dire une petite chose. Et il a les soucis de changer même l'administration publique, rajeunir ça. Mais avec les ministres actuels, je ne fais plus foi. Liao, je le cite, moi je ne fais plus foi. Ah bon, pourquoi? Je l'avais suivi il y a 2 mois, je pense, quand il disait qu'il lançait les concours des inspecteurs et des contrôleurs. Ouais. Je l'avais suivi à la télévision. Il se vantait en disant que les tests qu'on vient de faire, c'est sur les premiers à la République démocratique du Congo depuis 1960. J'ai dit, ah voilà, un homme qui veut changer l'administration. On a fait les tests. Il a déclassé tous ceux-là qui ont fait les tests. Il a commencé à écrire les noms qu'il veut pour les publier comme si c'est eux qui ont fait les textes. Tu vois? Vous en êtes sûr, hein? Vous en êtes sûr? Parce que vous les dites quand même si haut, est-ce que vous en êtes sûr? Moi, je te dis avec certitude. C'est que vous êtes en train de réclamer quelque chose de la part du ministre de la fonction publique, je veux le dire. Il doit revenir. Ils ne font pas jouer avec les Congolais jusqu'à ce niveau. Faire déjà les textes et après déclasser ça. Après commencer à... les places, vous commencez à dire que c'est les quotas des partis politiques. Ah, ils sont remplacés par les partis politiques. Est-ce que c'est les partis politiques qui vont commencer à gérer même l'administration publique? Lui, avec le président du Sénat, Bati Lukwebo, c'est eux qui font tous les désordres là. Est-ce que c'est ce qu'ils sont en train de faire? C'est ce qui était les visions du chef de l'État? Non. Moi, j'ai des listes de ceux qui ont réussi. Pour les concours, il y a des listes qui ont commencé à écrire. C'est ce que, pour le moment, on est en train de faire des notifications. Parce que les ministres Liao s'est imposé ces noms. Est-ce que c'est comme ça qu'on va... On attribue le quota des partis politiques, il gère l'administration publique. Là, il est le président de la République. Non, je ne crois pas. Vraiment, c'est déplorable. Voilà, on va y revenir. Le temps de parler du Nord Kivu pour dire qu'il a un nouveau gouverneur militaire qui a remplacé Constant Ndima, qui est rappelé à Kinshasa. Image de commentaire. Il s'appelle Général-Major Chirimwami Kuba Peter, le nouveau commandant des opérations de la province du Nord Kivu. Le Général-Major Peter Chirimwami est un officier général de FARDC, reconnu par son patriotisme et son dévouement au métier des arts au service de la nation. Chirimwami Peter a un parcours élogieux au sein de l'armée régulière et a été officier de renseignement aux côtés du feu lieutenant-général Baouma lors des opérations Pomme Orange contre le M23 en 2013. A été commandant des opérations militaires successivement au secteur opérationnel Sokola 1 et 2 à Beni contre les EDF et à Goma contre les terroristes du M23. Le général-major Peter Chirimwami est diplômé de stratégie et de défense au Collège des hautes études des stratégies et défense. Le nouveau patron des opérations militaires a également assumé la fonction du commandant 32e région militaire, comprenant la province d'Elituri et celle du Haut-Wélé. Pétri d'intelligence, de rigueur, avec un sens élevé d'humanisme, a été dans les sillages opérationnels aux côtés du lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, gouverneur d'Elituri depuis 2022. Il a appuyé le gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, dans l'accomplissement de la mission de restauration de l'autorité de l'État dans l'approche non militaire. Ici, le dialogue, le pourparler avec les groupes armés ont permis les désarmements de cœur et esprit de belligérants. Une approche réussie à côté de l'approche militaire, car plusieurs entités dans les territoires d'Edjougou et Urumu sont en voie d'être pacifiées. Sa désignation aux fonctions de commandant des opérations militaires au Nord Kivu va certainement redynamiser. Voilà, on parle du mouvement de libération du Congo qui va célébrer, je veux dire, non, il va
il va produire son congrès, je veux dire, où le 30 septembre, il y a eu alors un travail en commission. On prend les images et le commentaire, on revient tout à l'heure. À quelques jours du congrès du mouvement de libération du Congo et aussi date de son anniversaire, l'intelligentsia du mouvement de libération du Congo réfléchit déjà sur le bon déroulement de ce congrès. C'est dans cette optique que les commissions sont déjà mises en place pour éventuellement bien ficeler cette grande rencontre entre les fils et filles du parti réunis autour des idéaux du MLC et aussi autour du président national Jean-Pierre Bemba Gombo, afin de rebooster une fois de plus le mouvement de libération du Congo sur le plan national et africain. L'un des membres de cette commission explique. Nous sommes en train de discuter sur certaines dispositions pour l'instant liées au règlement d'ordre intérieur, les quelques endroits où il faille pouvoir discuter ensemble avec tous les collègues. Les options ont été soulevées par rapport à ces règlements d'ordre intérieur, étant entendu que le règlement d'ordre intérieur ne peut pas être en divorce avec les statuts. Et donc, nous estimons qu'à ce stade, le travail est bien fait et qu'il n'a rien de mal, il n'y a pas de contradiction entre statut et le règlement d'ordre intérieur du parti MNC. Le travail est consécutif à la préparation du congrès que le parti MNC est en train d'organiser. C'est pourquoi il y avait des urgences, il y avait nécessité de pouvoir se rencontrer. Il faut rappeler qu'à l'issue de ce congrès, les résolutions seront dites, entre autres, la révision des articles régissant le parti, le MLC. Toute cette panoplie de questions sera traitée à l'issue du congrès qui recevra les militants du MLC venus de toute la République démocratique du Congo. La date est fixée pour le 30 septembre 2023. Alors, Benjamin Nyaka, vous êtes un ancien Kadogo, comme vous êtes présenté ce soir, et puis vous êtes quand même coordonnateur des anciens Kadogo. Parmi vos commandants, il y a eu Joseph Kabila, qui a été chef de l'État, président du PPRD, il faut quand même le dire, puisqu'on parle déjà élection, mais il ne va pas participer à ces élections. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Ne va pas participer, oui, parce que le décor n'est pas bien planté. Il y a des violations de la Constitution à chaque fois. Comment il peut participer avec des choses pareilles? Non. Nous ne sommes non partants. Bon vent. C'est pas une fuite en avant parce que bon, on se pose des questions. Le PPRD, c'est une grande formation politique. Attendre encore 5 ans, n'est-ce pas, sur le banc des touches? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon finalement de démanteler ce parti? Non. Au contraire. Vous savez, tous ceux-là qui faisaient l'ombre et qui nous empêchaient de avoir l'accès à notre chef, Joseph Kabila, le FCC bis, le Fonds commun, qu'on appelle aujourd'hui les fonds communs. Moi, je l'aurais vu, parce qu'ils ont traversé l'autre côté. Ils faisaient l'ombre là où, quand il était avec nous. Et si c'est eux que le président Félix va partir avec eux aux élections, je pense que il a déjà échoué avant le vote. Ça, c'est votre pronostic. Alors, on va clôturer. Il faut quand même dire que Joseph Kabila, à un certain moment, a été, je ne veux pas dire enquiquiné, hein, parce que bon, on a tenté de démolir sa clôture de GLM. Est-ce que vous pensez que ça passe pour des provocations de la part du régime? Moi, j'étais là. Ah, d'accord. Bien sûr, c'est une provocation. Parce que d'abord, on a connu kidnapping à notre bureau Fondation Zélogan Désiré Kabila. On avait drogué même le policier. On a fait tout ce qu'on a voulu dans les bureaux de l'honorable Jeannette Kabila. Non, on reste silencieux. Nous regardons seulement. Mais ce silence-là cache quoi finalement, ce silence qui dure trop, votre silence à vous? Est-ce que ça cache quelque chose? Les silences de Joseph Kabila, de Jeannette Kabila, les silences des anciens Kadogo, est-ce que ça cache quelque chose? Ça cache quoi? Bien sûr. Ça cache quoi? Ça cache la haine.
La haine? Oui. Oui. Une haine Parce qui que ne je va sais pas... Oui. Comment un chef qu'on a fait passation Pacifique. Du pouvoir peut bander les yeux en regardant comment on est en train de maltraiter son prédécesseur. Est-ce que vous savez que même jusqu'à présent, Joseph Kabila ne touche pas son salaire? Salaire dévolu aux anciens présidents? Parce qu'il est sénateur à vie, il touche quand même ça. Le sénateur à vie qui ne touche pas son salaire. Et demain, quand lui va quitter, qui va lui payer aussi? Est-ce qu'on peut s'attendre à une revanche? Le président de la République n'est pas impérativement à vie. Très bien. Voilà. Mais ça cache la haine. Ça cache la haine. Oui. On peut s'attendre à quoi, par exemple? À une revanche de la part de Joseph Kabila? Non. Adieu la vengeance. Adieu la vengeance, adieu la rétribution. Oui, Benjamin Niakala, je rappelle que vous êtes un ancien Kadogo, vous êtes aujourd'hui licencié de l'IPN. Vous avez fait quelle formation? Vous étiez dans quelle faculté? J'ai fait Relations internationales. Relations internationales. Ah, d'accord. Je travaille quelque Après part. la démobilisation. Oui. Et après la démobilisation, Bien sûr. J'ai eu une recommandation de Joseph Kabila Oui. qui nous a conseillé d'aller étudier, Ok. faire les études, risque de commencer à porter les sacs de ciment à la tête. Et la vie, Vous ne regrettez pas d'avoir quitté l'armée? Non? Vous ne regrettez pas d'avoir quitté l'armée? Vous seriez parmi les hauts gradés si Moi, tu je vois. regrette pourquoi? Parce que j'avais une autre vision de cette armée. Très bien. Alors, Benjamin Niakalala, merci d'avoir été de d'autres ce soir. Merci pour toutes les réponses. Merci pour toutes ces analyses. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci à Rodi Louadio, le héros dans l'ombre. On se retrouve les dimanches prochains. Un prochain numéro. Bonsoir.